pour ceux qui ne peuvent pas être là. Fait que ça l'enregistre. Vous nous avez manqué un bel intro. Désolé, c'est mon erreur encore, mais la conférence n'est pas commencée en tant que telle. Actuellement, 125 personnes. Content de vous avoir. On a battu notre 115. On veut monter ça à 150. C'est des enchères aujourd'hui. Fait qu'aujourd'hui, on est là, ce qu'on veut vous parler, top 5 des aptitudes qualités à avoir pour récolter des bocs matures. On a essayé de penser un peu en dehors de la boîte parce que, tu sais, ça fait 50 ans qu'il y a des revues, ça fait 50 ans qu'il y a des articles. Personnellement, je pense que tout a été dit là, sur la chasse au chevreuil. Là. À un moment donné, ça peut rapidement venir un peu redondant. Fait essayer de se démarquer et de démontrer, OK, qu'est-ce qui a fait en sorte que j'ai pu récolter tel boc, que j'ai pas récolté tel ou tel boc aussi, parce que l'inverse est aussi vrai. T'sais, on a des aptitudes qui nous permettent d'avoir peut-être plus de contacts. Quand je dis des aptitudes, là, c'est des comportements. On n'est pas meilleur que personne, on n'est pas, on se considère pas des professionnels, zéro des biologistes, là, on s'entend. Moi, ce qui m'allume, c'est la chasse au chevreuil à l'arc. C'est les 22 glandes que le boc a autour des yeux. Puis, tu sais, c'est pas ça qui. Comportement en termes de chasse, je connais ce que j'ai de besoin pour espérer récolter, avoir des chances sur le chevreuil. Fait que, si ça vous tente, on va commencer. Qualité, aptitude, comportement, décrivez ça comme vous voulez. Vous pouvez commenter, vous pouvez être d'accord, puis ou pas d'accord encore là. Fait que j'ai été un peu large. On va commenter chaque point par la suite. Donc, le premier, ils ne sont pas nécessairement en ordre d'importance, à part peut-être, je pense, le premier, puis vous allez faire le lien, le lien assurément plus tard, là. Mais sinon, je ne les ai pas nécessairement mis en ordre d'importance. Je pense que ça s'entrecroise tout. Donc, première qualité selon nous, puis c'est probablement le plus basique, là, puis c'est un peu ça que Raph voulait dire tantôt, savoir reconnaître les signes. Là, ça fait, comme je disais tantôt, ça fait 50 ans que vous lisez qu'il faut connaître des signes. Mais étrangement, on a énormément de questions par Facebook, par le Messenger, message privé. Le monde nous écrive « Hey, ça, c'est un frottage. Hey, ça peut-tu être un bed de boc? Hey, ça peut-tu... » Fait qu'on s'est rendu compte, il y a comme un... Je ne sais pas s'il y a un manque de connaissances ou la technologie... Ouais, peut-être. Ou, tu sais, la technologie fait en sorte je crois, qu'on va moins dans le bois. Tu sais, qu'on s'attarde moins à aller à la base puis à essayer de trouver, vraiment voir ce que les chevreuils laissent comme signe. Puis c'est ça qu'on voulait faire. C'est ça qu'on voulait comme apporter comme point. Savoir reconnaître les signes, c'est quoi? C'est être capable de s'informer, lire sur son gibier. Ça paraît bien niaiseux, là. Mais c'est important de le faire, aller chercher au minimum c'est quoi les phases du rythme. Comment que tel boc, les chevreuils vont agir au mois de septembre, au mois d'octobre, au mois de novembre, parce que ça va jouer sur notre stratégie de chasse. Au-delà de ça, puis je vais mettre, pendant que je vais parler, je vais faire jouer un petit vidéo de signes. C'est pas celui-là que je voulais faire, c'est lui ici. Donc, je vais mettre une vidéo des signes en loupe. Là, là, on voit des traces. Ça paraît niaiseux, là, mais il y a une trace. Y a-t-il quelque chose qui ment moins qu'une grosse trace? Personnellement, Raph, tu sais, là, tu croises une trace, là, c'est un gros chevreuil ou c'est pas un gros chevreuil. Habituellement, tu es capable de le savoir. Tu sais pas ce que ça a tête, mais tu sais que c'est un chevreuil qui est pesant. Fait que, à partir de là, je trouve qu'on a perdu un peu ce côté-là. Là, vous voyez des frottages. C'est des rubs, c'est ça, des frottages. Il y en a plein. Là, juste 2 petites secondes, Dave. Là, on voit beaucoup de gens, ça fait 2 tours qui disent on ne voit pas. C'est si vous êtes avec votre téléphone cellulaire, il faut alterner entre, je pense qu'il y a 2 icônes. Il y a l'icône de la caméra puis il y a l'icône de la télé. C'est ça, Dave? Oui, à gauche, un petit icône de la TV. Vous allez pouvoir voir les vidéos qui jouent en même temps. Je pense que qu'est-ce qu'on va faire? On va peut-être juste avertir les gens qui sont avec leur cell, OK, switcher, puis vous pourrez aller voir, dans le fond, ce qu'on présente. Exact. Donc là, je vais passer une vidéo en même temps. Donc, vous voyez, il y a des traces. Bon, être capable de... Là, je vois des traces. Là, je suis dans une terre qui est comme bien humide. Ces traces-là, là, ils disent quelque chose. Là. Il y a de l'importance à tirer, puis je vais en parler un peu plus loin là, par après. Là, chevreuil pesant. Par rapport aux détails. Être capable de reconnaître une trace à la course ou une trace... bien souvent, on va voir une photo et ça, c'est une trace de boc. Non, c'est un chevreuil qui court, ça. Ça peut se ressembler, mais on voit juste les 2 pics en avant.
comparativement à une vraie trace de chevreuil, une vraie trace de boc, que ça a la largeur d'une main au complexe, c'est écrasé, c'est un Y, c'est calé 2 pouces dans le fond dans le fond du sol. Fait que c'est le genre de choses qu'on veut vous amener à réfléchir. Vous posez des questions. Je les trouve où, les signes? Je les cherche quand? Je cherche quoi comme signe? C'est toutes des questions que je trouve que les gens se posent pas. Parce qu'à cette heure, qu'est-ce qu'on entend? J'ai vu un grattage, j'ai été mettre une caméra, je vais retourner dans 2-3 jours, puis je vais voir ce qui passe par là. Puis ça, c'est un peu, à mon avis, c'est un peu le côté malsain. Dans le temps de la chasse, Dave, tu sais, les gens, je vois rien que mes caméras. Bon, mais perdez pas votre temps à aller remettre des caméras ailleurs. Des fois, oui, vous pouvez le faire, mais en même temps, vous pouvez chasser de façon proactive. Vous voyez des grosses traces qui passent dans les deux sens, mais allez là. Chassez-le, perdez pas votre temps à mettre une caméra là. Chassez si vous pouvez le faire avant de mettre une caméra. Là. C'est un peu ça, là, de réagir avec ce qu'on voit sur le moment. Pendant le temps de la chasse, c'est là qu'il faut battre le fer. Là. C'est là que c'est chaud. Là. Les traces sont fraîches. Là. Vous le voyez là, que c'est frais. Là. Donc, forcément, il y a quelque chose qui passe là pour aller vérifier c'est qui à ce moment-là. Là. Parce que c'est comme David l'a dit, ça ne dit pas ce que c'est à la tête. Là. Exactement. L'arrivée de la technologie, là, on voit des scrapes. Quelle scrape qui va être importante à chasser, quelle scrape qui n'est pas importante à chasser. Fait que, c'est être capable de faire des liens avec ça, mais il faut les trouver, ces signes-là. Il faut savoir où les chercher. Puis pour ça, il faut se poser des questions. Puis c'est ça que je trouve que le monde se pose de moins en moins. À cette heure, c'est simple, c'est une caméra. J'ai un signe, je vais mettre une caméra, je vais retourner dans 3 jours, puis je vais voir ce qui est. On est loin du temps que, on en a parlé hier, quand on a commencé à chasser, ou même en fait, on en parlait un matin, qu'on n'avait pas de caméra, on n'avait pas rien, on y allait avec quoi? Avec les signes. Moi, j'ai commencé à chasser dans les années 90, toi avec Raph. La technologie était pas c'est un tout début de technologie. Il fallait que tu marches dans le bois, tu mettes tes bottes, puis que tu trouves des signes pour être capable d'espérer de voir du chevreuil. Là. Le monde nous demande des beds. C'est quoi des beds? Ça, c'est un bed. Vous voyez, là? Vous voyez, tout est tapé. C'est sur une pointe. Vous voyez, il y a de l'eau en arrière. C'est surélevé. Ça, c'est le genre d'endroit où vous allez trouver des beds. Donc, on va rentrer dans une carte un peu plus tard tantôt là, pour dire, on va comme déterminer un bed. Un bed, ça, là, ça paraît, c'est gros. Là, ça paraît pas, mais ça doit avoir comme 1,5 mètre. Là. C'est vraiment un gros bed. C'est étrangement, c'est-tu lui, c'est pas lui, mais c'est directement en bas de l'arbre où est-ce que j'ai tiré mon box cette année. Fait que, puis c'est une place qui se tenait, donc c'est le genre de choses. La grosseur des beds, c'est plusieurs beds, c'est un bed, ça peut être un gros chevreuil, un petit chevreuil, une famille de femelles. Fait que, le bed, est-ce qu'il est utilisé? Vous voyez, là, un bed qui est utilisé, là, on peut arriver, là, il y a des poils dans le bed. On peut se pencher, vous allez trouver des poils qui sont. Ça ne peut pas mentir, là, j'ai des poils de chevreuil exactement où est-ce qu'il était couché. Fait que si c'est sur le dessus, vous savez que c'est quelque chose qui est utilisé. Fait que c'est tout. On a quelqu'un qui nous mentionne une couche en français, effectivement. C'est une couche, là, pour ceux peut-être qui ne sont pas familiarisés avec les termes, là, avec les termes. Un bed, c'est une couche en français, là, donc les endroits où les chevreuils se couchent. Là. On va utiliser le mot anglophone parce qu'on est légèrement influencé. C'est pas pour botcher la langue, c'est plus, je trouve ça plus simple, là, d'y aller avec un bed qu'avec une couche. Là. Une couche en français, ça a trop de connotations différentes. Là. Exactement. Tu sais, quel genre de signe qu'on va regarder aussi? Tu sais, rentrer un champ de soya, c'est grand, là, un champ de soya habituellement. Les chevreuils, est-ce qu'ils se nourrissent vraiment partout là-dedans? Peut-être pas nécessairement. C'est facile d'arriver puis voir, OK, les premiers 50 pieds, le bord du bois, là, tout est clippé. Tout, tu te promènes, puis toutes les têtes de, tu sais, sont toutes clippées. Mais il y a des endroits comme ça, quand on est attentif, de dire, OK, il passe plus de temps dans le coin ici que ailleurs. Fait que, tu sais, d'être capable d'éliminer des places avec les signes. Clairement. Puis, dans un bûcher, Dave, tu parles d'un champ de soya, un bûcher, c'est la même chose. Les transitions entre les certaines zones où il y a de la repousse, tu sais, c'est facile de regarder est-ce qu'il y a des chevreuils de présent actuellement. À regarder toutes les jeunes repousses, tout est topé. Puis quand on regarde topé, là, vous allez voir, il peut y avoir des vieilles tiges qui ont été coupées. Eux vont être secs au bout, puis il va y avoir de la tige plus fraîche que on voit qu'elle n'a pas eu le temps de sécher. Donc, ça nous donne un signe de présence de chevreuil. Là, on va jusque-là parce que des fois, tu sais, on a l'impression,
on va chasser un endroit, puis juste pour se mettre en confiance, y a-tu vraiment des chevreuils où est-ce que je pense qu'ils sont? Ben là, en s'en allant s'installer là, on regarde, OK, oui, il y a vraiment il y a de la marde au sol, il y a c'est clippé. C'est un gros indice, dans le fond, de présence de chevreuil, ces signes-là. Là. En fait, le message qu'on voulait vraiment passer, parce que je ne veux pas élaborer tous les signes, là, ça a été écrit depuis 50 ans là, dans les revues puis tout partout. Mais c'était de revenir à la base. Puis il n'y a rien qui va vous donner plus d'indices que qu'est-ce que vous, là, vos yeux vont pouvoir vous confirmer sur place. Moi, à cette heure, là, puis j'en ai parlé hier, puis je vais leur dire, là, quand je vois le monde partir avec leur caméra, ils ont 12 caméras, 3 batteries 12 volts, des antennes de 12 pieds pour taper en haut de l'arbre puis essayer pour avoir le plus de signal possible pour leur caméra cellulaire. Puis il suffit juste à ça. Oui, me semble qu'on perd la base un peu de la chasse, de passer du temps dans le bois puis de traquer l'animal. Parce que la caméra, on le dit souvent, là, elle pose gros comme ça. Là. 100 pieds à côté, 100 pieds en avant, 100 pieds de l'autre bord, puis surtout 2 pieds en arrière, vous ne le posez pas. Vous ne l'avez pas l'information. Fait qu'à un moment donné, il faut comme revenir un peu à la base et confirmer ce qu'on voit. Nos yeux, là, ça ne ment pas. Parce que les signes que les chevreuils vont laisser sur place, ça ne ment pas. C'est là. C'est frais, c'est pas frais. On est capable de le savoir. Durant la chasse, c'est la même chose. Là. On le dit souvent, il n'y a rien qui bat un site d'observation. Vous voyez l'information là. Y a-t-il un meilleur signe qu'une observation d'un chevreuil? Je pense que non. Là. Vous avez de l'info, vous voyez d'où ce qui arrive, vous voyez d'où ce qui s'en va. Donc, faites confiance à votre instinct. Là. Faites confiance un peu à votre instinct. Puis, allez-y, confirmez ce que vous pensez en marchant. En marchant, en mettant du temps dans le bois. Il y a du temps pour le faire, il y a du temps pour ne pas le faire. Donc, on va prendre une carte pour le fun, vite, Raph, un peu comme qu'on a fait hier. Si on veut, comme, tu sais, mettons, on a une map là, ici. Là. Donc, là, je mets une image satellite, puis j'ai pris une image, une map, puis essayez pas de trouver ça pour savoir où est-ce qu'on chasse. Là, vous allez chercher longtemps parce que c'est vraiment loin. Donc, j'ai jamais mis les pieds là-bas, mais ce qui est intéressant ici, je trouve, c'est juste de démontrer ce qu'il y a en termes de transition qui peut être intéressante à regarder. Fait que, les premières choses qu'on irait voir, là, moi, je ne sais pas c'est comment grand pour vrai cette section-là, mais assurément, je ne marcherais pas tout ça. Je me promènerais, là, puis je ferais le tour des transitions. Vous allez voir des transitions apparaître, là. Donc, toutes les transitions qui sont là, je ferai le tour. Ici, là, on a un îlot en plein milieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des arbres qui ont poussé dans le milieu humide. Ici, des arbres qui ont poussé dans le milieu humide. Tous ces îlots-là, ici, là, c'est toutes des places qui sont surélevées. Moi, je m'en vais marcher, c'est des places que je m'attends à trouver des couches de chevreuil, des beddings de chevreuil, là. C'est le genre de place. C'est des petites îles ici, en milieu humide. Fait assurément, s'il y a des arbres, c'est probablement surélevé un peu, assez pour que la végétation pousse. Ça va permettre aux chevreuils d'aller se coucher. Puis habituellement, des endroits comme ça, il n'y a personne qui va accéder là. T'sais, ils ont la paix, il n'y a personne qui va accéder là. Fait qu'on peut s'attendre à ce qu'il y ait dans le milieu de ça un site de repos. Après ça, il y a le champ qui est au sud-est ici, qui assurément va être une zone de nourriture. Fait que là, on peut s'attendre à un mouvement bedding, bouffe, et ainsi de suite, probablement. Là, ça, c'est sans avoir mis les pieds, évidemment, sur place. Mais c'est des places qu'on irait voir en premier. Quand j'ai une journée pour aller scotter, il faut que je maximise ma place, il faut que je maximise mon temps. Donc, je vais aller voir les premières places qui me sautent aux yeux. Tout ce qui est transition me saute aux yeux. Tout ce qui converge, tout ce qui va converger le mouvement des chevreuils va faire en sorte que, ici, là, il semble avoir un bel entonnoir là, entre les deux milieux humides de chaque côté. Fait que s'il y a des chevreuils qui veulent traverser d'un bord à l'autre, c'est le genre de place qu'ils vont aller voir. Exact. Donc, maximisez votre temps. Donc, ce qu'on se rend compte, c'est que quand on regarde la photo, Dave, ça a l'air vraiment grand, mais en bout de ligne, on restreint, on rapetisse tout ça de pas mal là, quand on se restreint à regarder ce qui est vraiment bon de ce qui est pas bon. Donc,
ça peut vous faire sauver beaucoup de temps à faire ce que Dave vient de faire là. À la base, on vient regarder sur une map les endroits qu'on juge avec un potentiel. On va vérifier sur place, puis ensuite... Donc, ça, c'est les signes. Posez-vous des questions. Où les chercher? Quand les chercher? Quand les chercher? Moi, je chasse l'automne. Je veux des signes à l'automne. Donc, ça veut dire que je vais chercher mes signes immédiatement après la chasse. Les signes que je vais trouver pendant la chasse, je vais les chasser. Donc, c'est juste de faire une relation. Il y a beaucoup de monde à cette heure. Ils ont des caméras tout l'été, là, puis là, ça pine des photos, puis ça pine des photos, ça se ramasse avec des albums photos. Là, ils ont des maudites belles photos. Là. Mais c'est rarement d'informations qui vont être utiles rendues à l'automne, malheureusement. Donc, j'aime mieux avoir, moi, j'aime mieux m'attarder sur les signes qui vont m'être utiles à l'automne, en fait. C'est un peu là que je veux en venir, là. Donc, je vais les chercher immédiatement après la chasse et durant la chasse, je vais chasser les signes que je vais trouver. Pour justement, maximiser, trouver des couches puis des trails l'hiver, là. Il y a des grosses chances que ça ne serve à rien, là. C'est ça. Je t'avais une question, Dave, par rapport à ça, si tu me permets. Oui. Philippe Lamondon, il dit, y a-t-il moyen de constater la présence de chevreuils sans brûler les spots par nos odeurs? Qu'est-ce que tu répondrais à ça? Y a-t-il moyen de scatter? Moi, je le chasse. C'est souvent de la prospection active, là. Moi, brûler chevreuil au mois de décembre, ça me dérange pas. Exact. Parce que, je suis pas là. Fait, même à la limite, aller jusqu'à l'été, là, aller jusqu'en juin, juillet, pour essayer de trouver. C'est parce qu'à un moment donné, le temps de l'année que vous avez pour vraiment bien voir les signes, c'est quand on parle de signes avant saison, c'est qu'on recherche des frottages, on recherche des beds avec des frottages proches des beds pour les beddings de boc. Ça peut tout être fait, disons, à partir tout de suite après la chasse. Là, la neige pogne, ça vaut plus rien. On attend que la neige fonde, on retourne, donc on a un laps de temps à aller peut-être jusqu'à début juin, avec la verdure ressorte puis cache les signes de l'automne précédent. Ouais. Donc, c'est ça. Fait que là, on a comme un timing restreint pour trouver des signes de l'année d'avant pour nous indiquer la présence de bedding de boc. Maintenant, ce que Dave parle, c'est que c'est une prospection, on peut dire active un peu. On va utiliser le terme de Charles Doris. il a nommé sa conférence comme ça. Puis le terme est quand même bon, c'est-à-dire que quand on chasse, là, moi, on s'en permet, là. On va aller dans des endroits en chassant, mais quand on va y aller, ça va compter. On n'ira pas là pour mettre une caméra pour peut-être vérifier. Quand on rentre dans le bois, c'est pour chasser. Donc, qu'on laisse de l'odeur, on vit avec, ça fait partie de la game. Si vous voulez tuer quelque chose, il faut vous rendre là. Si vous voulez pas mettre d'odeur, vous ne tuerez pas non plus. Mais moi, personnellement, ça me dérange pas de brûler certains coins. On y va une fois, puis on y retourne pas avant quoi, Dave. On va chasser un coup, puis on va y retourner peut-être, ou peut-être qu'on y retournera pas non plus parce que c'était pas à notre goût. T'sais. Exactement. Souvent, on va là, puis on se confirme de l'information. Là. On pense que finalement, non, c'est pas là que ça se passe, je recule. Ou si vraiment on a confiance que, OK, c'est pas là que ça s'est passé, mais le coin, il est hot parce que les signes sont abondants, mais on va revenir peut-être, mais on va chasser là une semaine, peut-être, 2-3 fois dans la semaine parce que c'est hot là. Si après 2-3 fois dans la même semaine, ça s'est pas passé, ils sont déjà rendus ailleurs, là. Fait que, on prend nos affaires puis on move ailleurs. Faut pas, on l'a dit hier, je l'aurais dit, vous êtes mieux d'essayer, quitte à peut-être brûler une certaine section, que de ne pas y aller, d'être passif, d'attendre, puis qu'en bout de ligne, vous n'aurez pas plus de chance. Je préfère avoir une chance, prendre le risque peut-être de bumper ou de me faire sentir, mais au moins je vais me rendre où ce que je voulais me rendre, puis j'aurai une chance de tirer que de pas se rendre, puis d'attendre en bordure, puis de finalement attendre quoi, là, attendre le Messi. Si c'est pas là que ça se passe, ça l'apparaîtra pas de même. Donc, il faut aller là avec le prix à payer pour. Ça m'amène à l'autre attitude ou à l'autre comportement qu'on a fessé là-dessus pas mal dans les derniers temps, et c'est-à-dire saisir l'opportunité. Mm-hmm. Puis ça, ces vagues-là, saisir l'opportunité, là, on peut appliquer ça à plein de domaines dans le temps de la chasse. Mais pour nous, c'est quoi saisir l'opportunité? C'est premièrement savoir tirer, on s'entend. C'est savoir quand tirer, savoir où tirer. À l'arc, entre autres, puis ça s'applique même à l'arme à feu, là, j'ai pas 10 minutes habituellement pour tirer mon boc. Là. J'ai peut-être une fraction de seconde.
Il faut être focus. Il faut savoir... Il faut prendre notre chance. Il faut savoir prendre notre chance. Puis ça, parfois, ça peut écorcher une couple de personnes, mais ça peut faire la différence également entre ceux qui les accrochent au mur puis ceux qui les accrochent pas au mur, ceux qui les regardent. Comprends? Donc, saisir l'opportunité pour augmenter, si on veut, on peut faire quoi pour augmenter nos opportunités? Si on parle, mettons, de l'arme, on s'entend-tu que c'est essayer d'aller au maximum de nos capacités? Moi, à l'arc, personnellement, je vais me pratiquer toute l'année à 50, 60, 65 mètres. Est-ce que je vais tirer dans une situation de chasse à cette distance-là? Probablement pas. Je dirais pas jamais parce que je me connais. On s'entend, on veut tous des shots à 30 mètres et moins. Là. Ah ouais. Puis, ça prendrait des conditions optimales pour faire ça. Puis je ne conseille pas ça à personne. Mais quand tu tires dans 3-4 pouces à 65 mètres, mais ta shot à 30 mètres après ça, la confiance est comme est doublée, triplée. Là, puis je sais, tu fais la même chose. On pratique à longue distance pour être sûr qu'en situation de chasse, on est au maximum de nos capacités pour profiter de peut-être la seule opportunité qu'on va avoir durant l'année. On saisit ce qui passe. Puis tu as raison, Dave. Se pratiquer à 60 mètres, c'est pas dans une optique de tirer un buck à 60 mètres. C'est juste quand on groupe dans ça de gros à 60, on est confiant qu'à 30, on est là-dedans. Donc, c'est vraiment de pratiquer notre œil pour que nous faciliter les shots en situation de chasse. Là. Donc, on s'entend comme Dave dit, en dedans de 30 mètres, c'est les meilleurs shots à l'arc. Là. On est sûr de notre coup. Entre 30 et 40, au-delà de 30, dans le fond, là, il y a bien des affaires qui peuvent rendre qui rentrent en compte, mais qu'en bout de ligne, on ne s'empêche pas pareil de tirer. Exact. Là, Raj, je vais mettre une petite vidéo. Ça dure 4 minutes ou à peu près. Là. Il n'y aura pas la shot, mais vous allez voir ce que je veux dire quand je dis que ça s'applique à plein de choses. Là. On parlait tantôt de chasser les signes. Il y en a peut-être qui vont l'avoir vu, cette vidéo-là, mais je voulais le représenter. Ça, c'est ma chasse en 2017, à l'ouverture. Quand on parle d'opportunités, on en a parlé hier de la chasse au mois d'octobre. Ça, dans ce temps-là, c'était fin septembre, c'était autour du 30 septembre, je pense. On chassait encore en septembre à ce moment-là. J'ai une opportunité pour moi, là, un front froid en début de saison, j'appelle ça une méga opportunité. On parle là, on est au mois de septembre, là, j'ai un col roulé, j'ai un t-shirt, puis j'ai un OD sur le dos avec une tuque sur la tête. Il y a un vent nord, il fait à peu près 5 degrés. Puis je vais mettre la vidéo, puis ça l'explique beaucoup, puis je vais le commenter par la suite. Avec les fronts froids qu'on a, demain, il annonce 0. Fait que j'ai bien l'impression que ça va bouger pas mal. Donc, je vais aller m'installer un stand pour les vents qui annonce demain matin sud-ouest. Puis, je vais aller retirer des cartes. J'en ai retiré une coupe hier. Mais là, aujourd'hui, avant ma passe, il est quand même de bonne heure. J'ai du temps. Je veux aller retirer d'autres cartes SD. Je vais me dépêcher quand même parce que le temps file rapidement. Là. Donc, je prends mon stand. Ça va installer ça pour le stand pour demain matin. Ça va retirer des cartes et en même temps, je vais regarder pour un stand pour ce soir parce qu'avec les vents qui annoncent, si je veux être plus proche de l'action pour le gros 8 qu'on commence à patterner pas mal, il va falloir que je m'installe un stand directement tantôt là, quand je vais aller m'asseoir. Fait qu'on s'en va faire ça, une journée qui va rouler vite, mais c'est l'ouverture de la chasse, fait que on peut pas chialer. Le stand est installé, on va le trouver. Pas super haut, peut-être 15 entre 15 et 18 pieds, mais je suis bien caché. Je vais quand même retirer là, du milieu de l'action. Théoriquement, le cheval va pouvoir passer dans le champ sans trop porter attention. Un nouveau stand, j'ai pas une branche à couper. Fait que ça c'est parfait. Le gros buck sort dans le champ de trèfle en avant à tous les soirs, puis là, il se promène de champ en champ parce qu'ici c'est différentes patchs de champ. Différents rectangles, différentes cultures, mélange de radish, de trèfle, de soya au travers de ça. Donc, je vois il circule, il y a tout le temps une douzaine de chevreuils. Je m'attends pas à ce qu'il soit bien différent. Le vent devrait être bon. Il va être nord une partie, donc il va l'avoir complètement en face. Après ça, il va virer nord-ouest. Il va pousser en arrière. C'est pas l'idéal parce qu'il y a un bedding aussi en arrière. Mais, Raph et Hugo, cet hiver, il avait couché
des épinettes en arrière pour empêcher les chevreuils de sortir. Donc par défaut, il y a juste 2 ou 3 endroits où est-ce qu'il y a des trouées qui ont été laissées pour créer une espèce d'entonnoir naturel, semi-naturel si on veut, un entonnoir forcé, pour les chevreuils puissent sortir pour nous aider à l'arc. Puis je me trouve à être 300-400 pieds peut-être de là, donc je suis quand même à bonne distance. Fait que mon vent m'énerve un peu moins, les chevreuils ne peuvent pas passer en arrière de moi. Là, si vous voyez, là, toutes les épinettes ont été couchées, fait que ça fait une barrière. Donc je n'aise pas plus que ça, je grimpe mon arc, je grimpe mes affaires, installe les caméras, puis la saison 2017 est partie. Bon, là je prends mon cellulaire parce que il est 7 heures. Il commence à faire sombre pas mal. Je sais comme une feuille, mais je viens de tirer le gros 8. Shot à 45 mètres. Mais je l'ai entendu crasher dans le bois l'autre bord. Pas mal certain que la shot était bonne. Je sais comme... Seulement en début de saison, on chasse pas beaucoup. Juste enlever ça. Raph, je t'active ça. Là, je sais qu'il y en a qui ont. Ça semble avoir gelé chez eux, là, les connexions Internet, j'imagine. Vous irez voir, à la limite, la vidéo est disponible sur sa chaîne YouTube. Fait que, ça, c'est correct. J'ai montré cette vidéo-là. Pourquoi? Parce que je trouvais qu'il y avait plein d'opportunités là-dedans qui venaient exactement en lien de dire qu'il faut être capable de saisir l'opportunité. J'avais l'opportunité d'avoir un front froid à l'ouverture. Ça l'active les mouvements des chevreuils, assurément. Donc, j'ai saisi mon opportunité parce que j'avais un front froid. Ensuite, j'avais l'opportunité que j'avais un buck qui punchait dans le champ. Ça faisait comme 4 soirs en ligne qu'il était là dans le champ. On avait une caméra dans le champ, puis il punchait, il était là. Si je bouge pas, si je prends pas l'opportunité que j'ai d'un buck qui punch, puis que j'attends d'avoir le vent parfait parce que j'ai pas de stand d'installer où est-ce qu'il s'en va exactement, je le tire pas, ce chevreuil-là. On avait 2-3 stands installés autour du champ, mais aucun pour le vent que j'avais cette journée-là. Fait que j'ai fait quoi? J'ai pris mon stand, j'ai bougé, j'ai pris l'opportunité que j'avais, que j'ai un buck qui est régulier, puis j'ai été le tirer. Après ça, j'ai eu une shot à 45 mètres. Quand je ne serais pas là, j'étais dans limite, là. C'était à la fin, là. Il m'a donné une shot à 45 mètres. Fait que j'ai le choix. Je sais que je tire dans 3 pouces à 65. Je le laisse, pas que je l'essaye, je le tire parce que je suis extrêmement confiant de la shot. Ou je ne prends pas mon opportunité, je la passe. Puis elle revient peut-être jamais. Exactement, elle revient peut-être jamais. Fait que ça, d'être capable d'aller au maximum de ses capacités, puis on les sait, si nos capacités, on sait que c'est 35 mètres, c'est 30 mètres, c'est 20 mètres, c'est l'important, c'est de les respecter. Mais c'est d'être capable d'aller au maximum de ses capacités, je pense, qui est important pour saisir l'opportunité que vous avez. Fait que ça c'est un des points. Puis on en a parlé un peu un matin. Tu sais, souvent, on a des chums qui nous disent on a un buck qui sort, ça fait 3 fois cette semaine qu'il sort là, j'ai été mettre une caméra, m'a retourné dans 2 jours voir s'il est sorti. Moi, je pense que vous manquez une opportunité. Vous manquez une opportunité d'aller le chasser. Vous perdez 2-3 jours, ça change vite un moment donné, là. Tu sais, c'est souvent au mois de septembre, octobre, il y a un clash un moment donné qui se fait, puis ça change. Donc, si vous êtes dans cette range-là de 2-3 jours, peut-être que vous le manquez totalement, là, puis que là, après ça, il est plus régulier, puis vous ne le voyez plus. Donc, c'est important de saisir vos opportunités. Puis nous, de notre bord, ça nous a beaucoup payé
dans les dernières années là, à différents niveaux d'être capable de saisir l'opportunité qui se présentait. Puis, on a parlé à Guillaume un matin, c'est un peu ça, là, il savait qu'il y avait, il y avait un buck en tête, il y avait un coin qui était hot. Il n'a pas attendu de confirmer que peut-être que le buck était... Non, il sait que s'il a passé, c'est là, c'est dans le coin. J'ai le front froid, j'y vais, puis ça a payé. Y avait-tu des questions? On est bon, on peut continuer? Ouais, vas-y, écoute, je commente là, en même temps. Les gens ils nous parlent un peu de leur expérience. Puis il y a quelqu'un qui a demandé, je crois que c'est Éric Filion. Salut Odile, une amie à ma blonde. En passant, Éric Filion qui dit à 45 mètres, là, tu tirais à la baisse à cause de la drop du chevreuil. Ça rejoint un peu ce que tu dis, Dave. Dans le fond, on allait au maximum de ses capacités, mais en même temps, il faut connaître les réactions du gibier. À 45 mètres, on a énormément tiré de chevreuil trop haut pour à cette heure ne plus faire la même erreur. Là. Dave, c'est un sharpshooter. À 45 mètres, on vise cœur. C'est pas compliqué. Là. À l'arc, on n'a pas le choix, sinon on manque. Exact. Ce qui m'amène au troisième point, puis c'est probablement peut-être un des plus importants, je trouve, dans les habitudes qu'on a développées, je dirais, c'est avoir un souci des détails. Puis, tu vas pouvoir commenter là-dedans. Depuis une couple d'années, là, on s'est mis à se poser beaucoup de questions. Beaucoup de questions sur à peu près tout. Donc, nous, là, tout à l'heure, j'ai parlé de savoir lire les signes. Après ça, je parle de saisir l'opportunité. Mais il faut faire des liens entre toutes ces choses-là. Puis c'est en se posant des questions. Parfois, c'est des suppositions. Parfois, c'est des hypothèses. Parfois, on les confirme. Parfois, on les invalide. Donc, j'ai plein d'exemples. Le souci du détail, là, comment le monde qui regarde leur caméra, là, regarde leur photo, là, puis swipe, next. Il y a de l'information à aller chercher dans ces photos-là. La technologie, là, je disais tantôt qu'il faut venir à la base, mais si on s'en sert, elle peut nous payer big time. Là. Mais solidement, le mode vidéo, on parle souvent de ça, la caméra en mode vidéo, ça donne beaucoup de détails dans ces choses-là. Une photo, quand le chevreuil est de gauche-droite, ça veut pas dire qu'il arrive ça veut pas dire qu'il arrive de la même direction. Il a peut-être fait une loupe, il est peut-être arrivé en arrière, il s'est placé, il manque d'informations. Puis, à quel point qu'on pousse ça, je vais te donner une idée, là, je parle des photos, là. Je sais pas si tu te souviens, Raph, un buck que j'avais dans 7, le 13 points, il y a des logiciels qui peuvent nous aider, là. Ah ouais. Le logiciel, entre autres, c'est Deer Lab, là. J'ai pas de plug là-dedans, j'ai pas rien, là, mais s'il y a ceux qui veulent aller voir, là, vous allez dans Google, marquez Deer Lab. Vous pouvez rentrer toutes vos photos au complet. Vous pouvez les identifier buck par buck. Vous nommez votre buck, puis vous rentrez toutes les photos reliées à ce buck-là. Le logiciel prend ça, il vous donne la météo, l'heure, il prend l'heure de votre événement, il la rentre, il prend la météo de la journée, le vent de la journée, la vitesse du vent, il prend ça puis il vous garoche des stats. Puis étrangement, moi j'avais un set, là, je chasse plus là maintenant, mais c'était une terre que j'avais, puis c'était un set qui était préfet à ce moment-là. Puis techniquement, pour respecter cet endroit-là, fallait que je chasse ça de mémoire avec un vent nord. Ça me prenait un vent nord parce que officiellement, tout le reste, c'était pas vraiment bon. Mais il n'y arrivait pas quand le vent était sud, par mémoire, il me semble. 93% de mes photos, là, à un moment donné, si les chiffres ne montent pas, là, 93, quand j'ai rentré ça là-dedans, là, je suis arrivé, 93% de mes photos étaient quand c'était des journées à vent sud. Un moment donné, ça ne ment pas. J'ai beau vouloir aller m'asseoir là avec un vent nord, là. Je ne le tirerai jamais, ce buck-là, parce qu'il est là dans le coin avec un vent sud, parce qu'il y a un avantage pour lui d'aller là avec un vent sud. Tu sais, c'est des machines de survie, les bucks. Clairement. Ils servent du terrain, ils servent du vent, ils servent de tout ce qu'ils ont pour pouvoir survivre. Donc, de faire attention à ces détails-là, ça l'a changé. Quand j'ai remarqué ça, j'ai dit, OK, il faut que je le chasse avec un vent sud. Mais là, si je fais comme 95% du monde puis que je chasse tout le temps le même stand, vent sud, je le brûle. C'est de là qu'on s'est mis à être mobile puis à dire, OK, il faut que je bouge. Jean Bédard, c'est Deer Lab. Si tu vas dans Google, tu marques Deer Lab, D-E-R-L-A-B, Deer Lab. Tu peux aller là, ça prend évidemment un abonnement. Là, il y a probablement un essai gratuit. Puis il y a un abonnement pour
pour, dépendamment, tu peux l'avoir au mois, 3 mois à l'année. Puis, ça te permet de rentrer des choses. Mais c'est le genre de détails, tu sais, quand on dit qu'on pousse loin les détails, c'est ça. C'est se poser des questions. J'ai vu un buck, parfait. Il est arrivé de où? Il y avait quel vent? Il s'en allait où? Puis après ça, là tu es capable de faire des liens. Puis c'est comme ça qu'on arrive à patterner nos chevreuils. Bon, Éric Fillon donne un autre, Hunter Helper, tu vois, je le connais pas. Okay, ouais, il y a quelqu'un qui m'a mentionné, là, je ne le connaissais pas non plus. Donc. Exactement. Donc, tu sais, à chaque observation que vous avez, là, ça vous donne, dans le fond, une pièce de plus au puzzle. OK, il est arrivé à telle heure, c'était le matin. Bien, il s'en va vers son site de repos, possiblement. Si on fait juste prendre l'information et on ne fait rien avec, on perd de l'information pas mal, selon nous, qui devrait être utilisée à côté. Là. On a eu une question, Dave, de quelqu'un qui nous demandait est-ce qu'on utilise des phéromones et si oui, est-ce que ça fonctionne? Ben, j'ai répondu qu'on n'en utilisait pas. Puis, bon, tu vas corroborer avec moi de toute façon, mais que le pourquoi qu'on n'en utilise pas, c'est qu'on essaie tout le temps de ne jamais marcher là où on veut chasser. T'sais, on va arriver d'un endroit, ben normalement, c'est parce que c'est pas cet endroit-là qu'on chasse, c'est l'endroit qui est en avant. Donc, tu sais, d'aller poser des phéromones, d'aller mettre de l'odeur à un endroit, c'est pas la technique qu'on utilise. Je vous dis pas que ça marche pas, mais ça va à l'encontre de ce qu'on pense, tout simplement. Donc, on préfère ne pas utiliser de produits. Si on va se faire des scrapes, on va les faire d'avance au mois de juin, puis on y retourne plus. Là. C'est pas plus compliqué que ça. Là. C'est être soucieux des détails, puis tu vas être d'accord, c'est d'avoir une routine. Ma routine de chasse, elle est ultra importante. Quand je dis routine, là, j'ai tout le temps les mêmes affaires dans les mêmes poches. Je sais exactement quand je monte dans mon arbre, je sais quelle poche prendre, quel crochet prendre, le mettre en premier. Je fais toujours la même affaire. Tout est tout le temps rangé à la même place. Ça fait en sorte que je suis plus silencieux. Je cherche moins, tu sais, la tranquillité d'esprit de savoir que tu as toutes tes affaires tout le temps à la même place. C'est ça. Ça l'amène ça diminue le stress, je trouve, de quand tu t'en vas, tu sais que tout est là. T'as pas de bruit, t'as pas de sac. Tout ce qui est les détails, là, on bouge beaucoup, on s'approche le plus possible d'où c'est que les chevreuils sont couchés. On veut faire le moins de bruit possible. On n'a rien dans notre sac qu'on va utiliser. Tout ce qu'on va utiliser est dans nos poches. Donc, j'ai pas de zip à ouvrir. Je prends mon temps. J'ai de l'équipement. Le détail à propos de l'équipement est important. Mon arc est tuné comme du monde. Les vérifications que j'ai faites de mon arme, est-ce qu'ils sont corrects? Mon stand, est-ce qu'il a été, toutes mes buckles les straps, là, je sais pas comment le dire en français, là, c'est pas des ratchets, là, c'est juste des buckles de métal. Ben, moi, sont soit toutes tapés ou j'ai pris un tube une vieille tripe de bicycle, je l'ai coupé, j'ai enrobé mes affaires pour éviter le métal sur métal pour diminuer le son le plus possible. Fait que, des fois, on va loin dans nos détails, mais selon nous, c'est quelque chose qui nous a permis d'avoir du succès. C'est arrivé qu'on s'est installé, puis paf, 5 minutes après, ton buck en Illinois, on arrive là, on s'installe, 5 minutes après, le buck, il est là. Si on fait du bruit en montant, si on cherche nos affaires, tu prends 1 minute de plus à chercher ton crochet qui est dans le fond de ton sac au lieu de dans tes poches, ben, le buck, tu le tires pas. Clairement. C'est tout les détails, tu sais, les gens, c'est l'approche qui est importante, de ne pas se faire voir, de ne pas se faire sentir, de ne pas se faire entendre. Chasser comme un loup, c'est ça, c'est de minimiser le son, d'avoir des vêtements qui font pas de bruit quand on étire, c'est ça qui va faire de vous un bon chasseur à l'arc parce que vous êtes dans la proximité, c'est notre plus gros ennemi. La proximité, si vous êtes capable de l'avoir en étant silencieux, c'est la base. Donc, c'est un super de bon point que tu apportes là, Dave. Là, je vais faire un autre lien. Je vais montrer une petite image. Donc, ceux qui veulent switcher pour voir la petite séquence, quand je parlais des photos, de ce que vous pouvez faire avec, vous allez voir moi, ma routine de ce que je fais avec mes photos. Je vais vous donner l'exemple. Ça ne me dérange pas de le montrer parce que c'est un buck castor est mort. C'est des détails de ce que j'ai fait avec les photos du buck que j'appelais G1 Curvy en 2019. Qu'est-ce que j'ai fait pour le patterner? Quel détail que j'ai regardé? Je vais partir ça. Donc, image de Google Earth, puis ça vous montre un peu ce que je fais. Donc, en gros, vous voyez à gauche, il y a, je me suis fait un fichier. Donc, fichier G1 Curvy. Donc, j'ai un fichier par buck. Les bucks, je suis capable de les identifier.
Donc, vous voyez à gauche, il y a un fichier G1 Curve. J'ai séparé ça AM et PM. Fait que si je clique sur G1 Curve, j'ai toutes les photos que j'ai prises de ce boc-là. Ils apparaissent à la même place sur Google. Après ça, je les ai séparés AM et je les ai séparés PM. En faisant ça, là, ça me permet facilement, juste en un coup d'œil, de voir, OK, vous voyez là, la concentration que j'ai en PM, là. Vous voyez, tous les points que j'ai sont tous là. Fait en PM, le détail que j'ai, c'est, OK, mes chances sont meilleures. À un moment donné, il faut jouer des stats là, aussi. Là. Mes chances sont meilleures à cet endroit-là particulièrement. Si je recule, là, je mets tous mes points ensemble, mais vous voyez qu'il y a 2 endroits en particulier que je semble pouvoir, tu sais, que mes chances sont meilleures. Donc, ça, c'est le genre de choses que je fais avec toutes mes bots. Je vais tout pinpointer mes photos avec la date, l'heure. Je les sépare AM, PM, puis en un coup d'œil, je suis capable de dire, OK, mes chances sont meilleures là, et ainsi de suite. Fait que quelqu'un qui irait plus loin, qui servirait comme des labs, des choses comme ça, qui aurait les vents en plus que le secteur a été utilisé, ben là, vous hésitez. À un moment donné, les statistiques avancées, ils s'en servent dans le sport, mais on peut s'en servir nous autres aussi. Là. Puis Dave, juste mentionner un point, regarde, les gens, il faut qu'ils remarquent, vous voyez le chemin, là? On n'a pas été porter des caméras plus loin, là. Parce que ça nous donnait rien d'aller voir, on veut pas savoir il est couché où exactement. On veut savoir où est-ce qu'il passe pour y aller. On se doute il est où, là. Mais on ne va pas se coller à 50 mètres de son bed. On l'attend dans le rayon le plus proche possible, mais sans nécessairement, tu sais, qu'il ait conscience qu'on est là, là. Donc, écoute, ce qu'on voit là, c'est j'avais pas besoin d'aller plus loin parce que je sais que ça traversait le chemin à clarté. Je l'avais de jour. Fait que j'ai pas besoin d'aller plus loin que ça. Là. Il passe de jour là. Puis étrangement, là, où est-ce que vous voyez les points là, dans le fond, à côté du signe play, là, si vous le voyez, là, les signes du milieu, là, les points du milieu, ça m'a pris 2 passes. Vous voyez en PM, là, où est-ce que j'encercle? Ça m'a pris 2 passes, puis j'avais une shot dessus. Et à un moment donné, c'est plus le fruit du hasard. Là. J'avais fait mes devoirs. Puis, le premier coup, je me suis installé, je ne l'ai pas vu, mais le deuxième coup, j'y étais, j'avais le même type de vent, je me suis installé de la même façon, puis je l'ai tiré. À un moment donné, j'ai joué les stats, puis ça m'a repayé. Malheureusement, la shot, elle n'a pas été mortelle. Là. J'ai frappé un peu trop en avant. Une shot à 36 mètres. Un peu trop en avant, il s'est baissé. Mais c'est le genre de détails que j'ai été chercher. Puis qui m'a permis d'avoir une shot sur mon target, en fait, numéro 1 à ce moment-là. Yes. On est-tu rendu à un autre point, Dave? Oui. Autre point. Qu'est-ce qui nous attend? Je ne me souviens plus. L'autre point que j'ai mis, là, c'est beau, tu as trouvé des signes, tu as fait des liens, tu sais que tu as une opportunité, mais tu n'as pas de stand là. Tu fais, est-ce qu'il faut savoir s'adapter aussi avec l'information qu'on a? Parce qu'on a beau se faire un plan de match, au début de l'année, là, on se fait toujours des plans de match, des stratégies, on m'a préparé des arbres là. Puis finalement, avec l'information qu'on ramasse, avec les liens qu'on fait, ben, il faut être capable de s'adapter. C'est une des raisons pourquoi quasiment 95% du temps, je ne chasse que des stands que j'installe la journée même. Parce que je suis prête à toute éventualité. Je peux m'adapter à n'importe quelle situation, à n'importe quel vent qui se présente. Je m'adapte, puis je bouge en conséquence. Tu sais, s'adapter, tu sais comment, Raph, tu as chassé dans un arbre à 3 pieds, là. Je veux dire, puis tu as quasiment tiré ce soir-là, tu as eu un boc à portée d'arc, là. Mais tu as fait quoi? Tu t'es adapté avec ce que tu avais. Exact. Mais on a quelque chose, il y a quelqu'un qui nous demande, c'est David Robichaud, tandis que là, tant qu'à y écrire, il nous demande, dans le fond, pourquoi on ne prend pas d'autogrimpant? Ben, moi, j'ai pas les arbres pour ça, là. Personnellement, où ce que je suis, les autogrimpants, ça ne le cachera pas, là. Tu es limité avec, ça prend des poteaux de téléphone. Sinon, ben, tu passes ton temps à trimer tout le long. Moi, ce que je chasse, il y a beaucoup d'épinettes. Exact. Ça va me prendre 1h30 monter dans l'arbre. C'est bruyant monter avec ça, là. Mettons, on prend un arbre, un autogrimpant, un arbre qui a une écorce qui est fritable. À chaque fois que vous allez monter, ça va faire du bruit, là. À moins d'imiter le bruit du porc-épic en montant, là, ça passera pas inaperçu. Versus les sticks, que c'est ultra silencieux. Si votre équipement est bien préparé, là,
puis que vous avez comme éliminé les points de contact métal à métal, vous allez installer vos sticks, puis tranquillement, ça fait pas de bruit. Tu sais, l'auto-grimpant, c'est dur d'y aller tranquillement, là. Sinon, si vous avez tout votre poids sur vos avant-bras ou bien sur vos jambes, bref. Donc, les sticks, c'est l'avantage qu'on trouve. J'ai une autre petite vidéo ici, là, on parle de s'adapter. Là. Je ne sais pas si tu te souviens, la chasse au Manitoba qu'on avait faite. On vient de terminer une passe du matin. En fait, ça fait peut-être je vais faire jouer ça. On en a profité pour bouger les stands pour ce soir. Vent nord-ouest. On a trouvé un setup un petit peu hors du commun, mais vous voyez probablement les stands en arrière de moi en background. On était entre 8 et 10 pieds de la terre. Pourquoi? C'est simple. Ici, les arbres de 1 sont gros comme ça. Puis de 2, il n'y a pas de background, il n'y a pas de couvert qui nous cache jamais. Donc ici, le seul couvert qu'on avait était à peu près ça. À 8 à 10 pieds en avant. Puis en arrière, on n'a rien. Mais ici, l'endroit est comme pas mal parfait. Du moins, c'est le plus safe ce soir pour le vent. Il y a un petit lac, il y a un étang en arrière, vent nord-ouest, ouest, on va souffler par-dessus ça. C'est sûr qu'il n'y a pas de chevreuil qui arrive d'être là. On a vu le mouvement hier, il arrive soit en face de nous ou de l'autre côté. Puis, en fait, c'est expressément peut-être pour le gros 10 là, qui a coupé, puis qui est venu rentrer hier ici. Il a passé à peu près à 40 mètres, 35-40 mètres du stade. Donc, on s'est rapproché de peut-être, je sais pas, 80 mètres d'où est-ce qu'on était par rapport à sa traîne. Sauf que là, au lieu d'avoir une shot à 70, on a une shot à 40 s'il repasse à la même place. Il vient de se déplacer, dans le fond, de l'autre côté de l'étang puis de la sombre qu'on vous parlait. Nos stands sont au bout de ça. On les voit peut-être pas de là, mais la raison est simple. Je disais qu'il n'y avait pas de couvert de proche tantôt. On voulait rester bas pour une deuxième raison. C'est la ligne d'arbre de l'autre côté. Ici, on chasse dans le fond, il y a 2 bonnes talles qui sont 2 beddings. Puis il y a une fence line qui passe entre les deux, puis les chevreuils circulent entre ça, puis ils viennent manger de l'autre côté. Il y a un beau champ vert de l'autre bord. Fait que c'est important pour nous, vu qu'il n'y a pas de couvert proche, à tout le moins quand les chevreuils arrivent de loin, d'avoir le couvert du background dans le fond de la ligne d'arbre de l'autre côté. De ce côté-là, on l'a. Si on était de l'autre bord, vous verriez avec la talle de l'autre côté, on va être aussi dans la ligne d'arbre. Donc, à tout le moins, ça nous fait un background qui est plus loin, mais il y a une couleur. On n'est pas dans le ciel, on ne sera pas skyliné par les chevreuils parce qu'on a la ligne d'arbre en arrière de nous. Donc, des fois, pensez à ça, il n'y a peut-être pas de couvert là, mais peut-être qu'il y a plus loin, il y en a un où ça ne sert à rien de monter trop haut. Vous vous trouvez à vous exposer beaucoup trop facilement. On reste plus bas dans la ligne du couvert qui est disponible. Puis, honnêtement, quand on regarde ça d'ici, on est encouragé parce qu'on n'est pas... on est très bien caché. Fait que vous avez pu voir, je veux dire, on s'est adapté là, au Manitoba. Ça, c'est au Manitoba. Là. Il n'y avait pas d'arbres. C'est des arbres gros comme ça. Il n'y a pas de couvert, il n'y avait rien. Puis, on a trouvé du couvert à quoi? À 8 pieds,
ben, on a chassé à 8 pieds, puis ça a fonctionné. Donc, il faut faire un peu avec ce qu'on a, puis c'est un peu le point que je voulais amener, d'être capable de s'adapter, parce que si on ne s'adapte pas, c'est bien de valeur, mais on va chasser dans le vide bien plus souvent qu'autrement. Finalement, le dernier point qu'on voulait amener, puis j'en ai parlé un peu un matin, c'est d'être résilient. Puis c'est pour ça que je dis que c'est peut-être le seul qui est en ordre. On a appelé un show résilience, c'est pas pour rien. C'est pas évident de chasser, puis encore plus si tu le fais juste à l'arc. Tu es chasser des bocs matures au Québec, entre autres, en partant, on va avoir bien plus de frustration que de succès. Si à toutes les fois, on se laisse abattre, puis souvent, là, ça va faire en sorte qu'on se décourage. On ne chasse pas jusqu'à la fin, comme j'ai fait l'année passée. On baisse nos objectifs. Ça fait en sorte qu'on ne va pas tirer le maximum de la satisfaction qu'on pourrait de notre expérience de chasse. Donc, pour arriver à aller chercher des bocs matures, il faut être capable de faire face aux différentes curveballs qu'on va avoir au courant de la saison, que ce soit un voisin qui tire votre target, que ce soit des vents sud toute la saison, parce que ces temps-ci, on a beaucoup de ça. Les dernières années, on a beaucoup de vents sud. Tout le monde, moi, j'entends tout le monde dire c'est le vent dominant au Québec, c'est le vent ouest. Toute l'année, c'est du vent ouest. Et je m'excuse, mais je me souviens même pas quand est-ce que j'ai eu un vent straight ouest, moi, dans les 3-4 dernières années. Là. C'est tout le temps tendance sud, ou presque. Là. C'est beaucoup de tendance sud. Donc, si tu te laisses abattre, tu fais ton stand, puis tu attends ton vent, puis tu ne l'as pas, ben, tu vas être découragé. Fait que la résilience pour la chasse au boc mature, pour nous, ça a été... On a pensé souvent, puis ça revient souvent à ça. On faisait des voyages, puis t'es-tu pas, non. C'est slow. En fait, le voyage en Saskatchewan, là. On a passé 10 jours à -20 avant d'être capable d'avoir un boc potable à portée d'arc, là. On aurait pu facilement se décourager bien avant, rester couché au camp, puis de la merde, moi, ce soir, je bois de la bière. Et c'est pas ça qu'on a fait. On s'est levé, puis on s'est levé, puis on s'est levé. On est là pour la charge jusqu'à temps qu'on est arrivé, puis on a connecté. Puis on a connecté sur un 105, là. Ça n'a rien à voir. On était fous comme de la merde, on va se le dire. On était fous comme de la merde d'avoir tiré ça, là. Quand t'es bas comme ça, puis que tu penses que ça va être bon de même pour le restant, mais qu'il t'arrive de quoi, les hauts sont bien plus hauts, tu sais. On part à la chasse, on est là, on arrive après 10 jours, on est là, mais quand tu remontes là, tu sais, la marche est plus grande, donc l'appréciation du moment est encore plus grande. Tu sais, quand tu tires à l'ouverture, Dave, tu sais, c'est le fun, mais pas tant. Il en manque. Il manque de quoi, là? Ça a été trop facile. C'est drôle à dire, mais tu sais, ça a été trop facile. Fait que là, il te manque de quoi, là? T'as pas eu la baisse puis le hop après, là. Que habituellement, une saison, tu sais, l'année passée, tu as tiré, là, ça faisait 12 jours en ligne, 12, 13, 14 jours, tu chassais, là, en ligne. J'étais bien content sur le moment, puis je regrette à rien, mais c'était quand même un bug que j'avais laissé passer, puis je m'en suis pas rendu compte sur le moment, mais c'était justement ça, j'étais rendu à un niveau bas, que là, j'ai saisi l'opportunité que j'avais, puis j'étais vraiment content de l'avoir faite, mais quand tu réalises que c'est un que tu as laissé passer, tu fais comme, oups, t'as peu, là. Il y a quelque chose qui s'est passé, mais c'est pas grave, écoute, je suis content quand même. Fait que tout ça pour rapper, pour rapper ça, en gros, là, faites-vous confiance, suivez votre instinct, cherchez vos signes de vos yeux, là, lâchez les caméras un peu, là, c'est utile les caméras, mais servez-vous-en de la bonne façon. Servez-vous de vos yeux pour trouver vos signes, posez-vous beaucoup de questions. Beaucoup de questions pour essayer de faire des liens entre l'information que vous avez. Si vous avez une chance, une opportunité, faites tout ce que vous pouvez pour la prendre. Ça va être la différence entre ceux qui les accrochent au mur et ceux qui les prennent en photo et qui les regardent. Donc, saisissez-la si vous êtes capable. Adaptez-vous selon les informations que vous avez, même si la situation n'est pas parfaite, adaptez-vous. Et ensuite, lâchez jamais. Découragez-vous pas, soyez résilient, peu importe ce qui vous arrive au courant d'une saison. C'est long, une saison de chasse. Découragez-vous pas, ça prend 15 secondes pour virer ça de bord au complet. Donc, allez-y jusqu'à la fin, puis gardez vos objectifs jusqu'à la fin de la saison, puis vous allez encore plus être content à la fin, surtout si ça connecte. Puis encore là, vous allez être fiers de vous si jamais ça ne marche pas, mais que vous avez tenu à vos objectifs. Donc, pour ceux qui ont apprécié, qui ne nous connaissent pas, qui n'étaient peut-être pas là au début, vous voulez savoir on fait quoi, vous allez sur YouTube, cherchez Arcmaniac, ça va vous donner notre chaîne YouTube, vous pouvez aller vous abonner, vous cliquez abonner, vous pouvez activer les notifications. Vous allez être notifié à chaque fois qu'il va y avoir une nouvelle vidéo.
On vous remercie pour votre présence. Ceux qui auraient des questions, qui voudraient continuer, on va être toujours ici sur place encore un certain temps. S'il n'y a pas de questions, nous autres, on prend nos affaires puis on va aller voir d'autres personnes, mais on est ici un peu encore pour répondre. Et j'ai justement une question, David. Il y a André Lescarbeau qui nous demande votre distance de tir. Oups, il y a trop de commentaires qui rentrent. Votre distance de tir privilégiée est de combien de mètres? Et si plus de 30 mètres, quel est votre taux de réussite? Votre pourcentage de réussite? Ben, moi, c'est pas mal 30 mètres. Je pense que c'est 25-30, c'est la distance. On barre à 27, c'est pas pour rien. Là. On barre notre mire à 27. En bas de 30, c'est vraiment parfait. Au-delà de 30 à 40, je veux dire, le pourcentage, on pine dans ce gros. Maintenant, c'est un pourcentage de risque que l'animal ait un comportement qui est comme indéterminé. Au-delà de 30, entre 30 et 35, c'est correct, mais entre 35 et 40, ça reste qu'il peut docker, puis il dock pas mal. Là, mais il dock pas tout le temps. Donc là, faut juste viser bas, puis s'arranger pour que si jamais cette situation-là arrive, ben que notre flèche, en ayant mis basse, on est capable de prévenir ça. Maintenant, il peut y avoir des comportements qui avancent ou qui reculent. Ça, c'est un impondérant. Mais, comme ça à 20 mètres, je veux dire, on filme assez depuis longtemps que même les chevreuils à 20 mètres bougent. Ouais. Ça bouge pas mal tout le temps. Mais si la question de taux de réussite, c'est quoi, là? J'ai pas vraiment de gêne avec ça, là, personnellement. Là. Mon Buck 2017 au Québec, je l'ai tiré 45 mètres. Mon Buck 2019 au Québec, j'ai tiré ça. Je l'ai tiré le premier, 37 mètres. Il a bougé, il a docké, il n'est pas mort. J'ai retiré mon autre à 36. L'année passée, j'ai tiré le mien à 42. J'ai pas vraiment de gêne à dire. Là. Ça date, là, je suis 1 en 4, là, Puis, personnellement, si je repasse aux vidéos, la shot était à sa place. Il a bougé. Oui, il a bougé avant, là. Mais je veux dire, personnellement, je suis assez confiant dans mes tirs que c'est pas quelque chose qui me gêne, mais le plus proche, le mieux. On se le cachera pas. Une autre pression d'arc, c'est bon. Avez-vous déjà essayé des dummies? J'imagine que c'est vous voulez dire des decoys, ouais, des faux chevreuils en plastique. Là. Oui, je l'ai déjà essayé un peu, mais c'est d'un autre bébelle à trimballer. Là. Mais en Illinois, par contre, je suis persuadé qu'avec le ratio qui est là puis l'agressivité qu'ils ont, genre en début de route, c'est super bon. Là. Mais chez nous, c'est un autre bébelle. Là, On a déjà assez de stock à traîner. Là. Est-ce que c'est... bon, Brandon Caron qui dit qu'il a essayé ça puis que ça semble bien marcher, ton application. Oui, c'est ça. Les stats avancées, ça ne ment pas. Là. À un moment donné, là, tout ce qu'on peut aller chercher en termes de détails va vous aider. Ça, c'est garanti. Mm-hmm. Yes. Donc, j'ai quelqu'un ici, André, la même personne qui nous demande notre taux de succès, qui nous a demandé notre taux de succès sur les distances. OK, c'est parfait, je vais toujours chasser à moins de 20 mètres. Si votre objectif, c'est de chasser en bas de 20 mètres par défi, je dirais que c'est super pour lancer. C'est lâchez pas parce que c'est un beau défi d'être proche de même du gibier. Mais si votre but, c'est de tirer un mâle mature, faut pas se restreindre à 20 mètres parce que si vous faites ça, vous allez tirer jamais ou presque. Donc, c'est toujours, comme on parlait, David l'a dit, de pousser nos aptitudes. Donc, si vous êtes confiant à 35, mais n'hésitez pas à prendre une shot à 35. C'est un peu ça. Là, si vous ne l'êtes pas, vous ne le faites pas. Mais si vous êtes confiant, c'est dans la tête, ça joue l'arc, là, parce que si on n'est pas confiant, avant même d'avoir étiré, vous êtes fait. Là. Vous allez avoir des doutes, puis les doutes amènent mauvais positionnement, mauvais ancrage, donc il faut éliminer ça. Il faut être confiant dans ce qu'on exécute. Puis tu sais, Dave l'a dit, revenir à la base, là, c'est ce que plusieurs chasseurs oublient, puis on fait rien que se fier aux photos. C'est la plus grosse erreur. Puis même moi, faut se parler intérieurement pour pas tomber dans ce panneau-là, parce que c'est facile. Puis là, on regarde sur Facebook, puis là, il y a un paquet. On s'imagine que tout le monde tue des gros bucks, mais regardez, encore cette année, c'est juste 30% le taux de succès. Là. Fait qu'à un moment donné, tu sais, des gros bucks, c'est ce que vous voulez, mais faut pas se fier à ça. Moi, du 5 novembre au 6 novembre à aller au 16 novembre, j'ai pris aucun mâle mature sur mes caméras. Aucun. Pourtant, il était là. Ça l'a confirmé. Mon frère, on n'a pas repris. J'en ai repris par après, mais pas de façon intense, mais pourtant, on en a vu, mais qui ne sont jamais pointés dans des champs nourriciers parce qu'on ne fait qu'installer les caméras dans les champs nourriciers rendus dans cette période-là. Donc,
ça s'est jamais pointé là. Donc, c'est ça aussi à un moment donné. Si vous ne les prenez pas en photo, c'est que vos caméras ne sont pas bien placées. Donc, peut-être chasser un 40, 50 mètres au-delà de ça, puis ça va vous donner peut-être une vision différente de la chose.